J'avais pas du tout compris à quel point la Grande Guerre était source d'images. Ça va dans des extrêmes incroyables. À un moment donné, tu vas devoir dessiner des abominations. The good thing about drawing is it allows you to look at something that's horrible. It gives you license to look. L'idée justement c'est de parler de la Première Guerre mondiale, la Grande Guerre, de manière un peu différente. Et effectivement il semblerait que ce soit original, pourtant personne n'y avait pensé avant, d'aller d'aller se renseigner, d'aller renseigner le monde de la BD qui a fait ce travail. Alors Jacques Tardy, on est évidemment l'éminence un peu grise et tutélaire, mais pas que. Et en fait cette idée était portée donc, par le réalisateur du film, Vincent Marais, qui est lui un peu un des spécialistes français de la question, c'est-à-dire qu'il a fait beaucoup d'expos, beaucoup de conférences sur les liens intimes entre la Grande Guerre et la bande dessinée. Il était commissaire d'exposition, il avait bossé avec Tardy. Donc pendant tout son travail, c'est un peu c'est là où aussi l'intérêt documentaire vient se mêler à tout ça, c'est-à-dire que c'est porté par des gens qui baignent là-dedans depuis des années et des années. C'est le cas de Vincent, qui en plus est historien de formation, qui est prof, agrégé d'histoire. Et il porte ce projet depuis très longtemps, de faire un documentaire qui est construit à partir du regard des auteurs qui ont consacré une partie de leur œuvre. Alors pour certains un album, pour d'autres l'intégralité de leur œuvre. Il y a pléthore d'auteurs, donc effectivement une des particularités du projet c'était dès le départ que le casting entre guillemets, c'est pas un très joli mot, mais en tout cas le choix des auteurs participant au film était primordial aussi pour retracer une chronologie, pour que chacun parle d'un thème, le travail était de créer comme ça un axe qui parte de 14, qui nous amène à 18, qui revienne sur les grands temps, les grands moments de cette guerre, mais avec un regard neuf, en tout cas pas d'historien pur jus, pur souche. Et c'était tout le pari du film. Moi j'aime beaucoup celle-ci en particulier, parce que là moi j'ai l'impression d'avoir un gamin de 16 ans. Et c'est peut-être ce qu'il était d'ailleurs. On a Jacques Tardy, comme je disais, la figure un peu tutélaire. Chris et Maël, qui sont un peu, dans les dernières années, les auteurs qui ont porté une vision très novatrice à travers leur travail sur notre mère la guerre, les chroniques, etc. Que Vincent connaissait aussi très bien. C'est ça aussi l'intérêt, c'est-à-dire qu'on ne peut pas être en position de demande dans ce genre de film. Il faut être vraiment sur une collaboration. Et c'est là tout le travail d'un réalisateur qui amène son lien et qui crée ce lien et qui fait fructifier ça à l'écran. On a été chercher aussi auprès d'auteurs étrangers. On a David van der Meulen, le Belge, qui a consacré un travail graphique étonnant sur Fritz Haber. On a Joe Sacco, mythique dessinateur, et journaliste américain. On a aussi Henrik Rehr. Alors c'est moins connu, mais on a eu l'immense plaisir que Charlie Adler, auteur de la série Walking Dead, avait consacré avec son compère Robbie, je ne veux pas dire de bêtises, Robbie Morrison, qui est quand même un des co-scénaristes d'X-Men aussi. Ils avaient consacré un volume à la guerre en montagne sur le front italien. Et du coup, Adler était super content qu'on remette ce travail-là en avant. Lui qui est, depuis phagocyté, ça n'a rien de le dire, par le succès de Walking Dead. Donc c'était ça tout le travail et vraiment l'intelligence de Vincent d'aller chercher comme ça. Alors évidemment, après on ne peut pas être exhaustif, tout le monde n'y est pas. On voulait ce qu'il y ait un regard féminin aussi. Donc on a Delphine Priamayo qui a fait un travail très étonnant sur les gueules cassées, donc là sur la fin de la guerre. Et voilà, avec tous ces auteurs, j'en oublie peut-être, je m'excuse auprès d'eux. Il y en a 8 dans le film, on ne va pas être loin du compte. Tous ces auteurs apportent leur expertise, leur regard différent, leurs travaux graphiques, et le film se nourrit de tous ces regards. Et comme je le disais aussi, étonnamment que ça puisse paraître, jamais on n'avait pensé à associer la Grande Guerre et la bande dessinée. Et c'est vrai qu'il y a aussi comme ça tout un phénomène de vulgarisation, entendre ces auteurs-là, ces gens-là en parler très naturellement, qui eux-mêmes évidemment l'ont pas connu, n'ont pas été forcément très directement liés à ces événements. Je pense que dans l'idée de transmission par rapport aussi aux générations futures, c'est important, et à tout le public effectivement de jeunes, lycéens ou collégiens. Je pense que le prisme de la BD est un prisme
voilà, qui rapproche par rapport à peut-être la stature historienne, historique, plus classique. Voilà. Sans opposer aucune école, évidemment, mais je pense que par ce biais-là, on apporte vraiment un regard décalé, original sur ces événements. As an artist, your main job is to raise questions. You have to sow the seeds of doubt. Pour ceux qui l'ont vécu, la guerre dure toujours, oui, parce qu'une fois qu'elle vous a touché, c'est fini. Vous devrez vivre avec, mais vous ne l'oublierez jamais. Oui, bah déjà, Joe Sacco a fait un travail hallucinant avec sa fresque. On est même carrément hors du travail classique de représentation d'une BD. Sa fresque qui a été l'année dernière, du coup, mise en valeur et qui fait partie du mémorial de Thiepval, qui est une fresque gigantesque avec vraiment une infinité de dessins, de détails. Enfin, c'est étonnant, c'est presque les visages les uns après les autres. Donc là, on n'est pas dans une narration BD classique, le travail graphique de Henrik Rehr. Alors, l'autre enjeu du film, c'est intéressant que vous parliez de cette thématique, l'autre enjeu, c'était aussi de ne pas faire un film muséographique. Et ça, bon, on a eu de la chance sur ce film d'avoir le soutien de diffuseurs, pour une fois. D'habitude, quand on parle de la BD, les télés sont pas très très partantes. Là, on a réussi à avoir une écoute très très intéressante de la part de France 3, Nord-Est et de TV5 Monde. Et on était vraiment intéressés, d'où le choix aussi de ces auteurs et de ces différentes nationalités, d'avoir des échos aussi avec les temps contemporains. Par exemple, Henrik Rehr, il en parle dans le film, il fait un vrai rapprochement avec le 11 septembre. Il était présent au moment du 11 septembre et il fait des points de bascule évidents, comment un homme seul fait basculer le destin d'une nation, comment des petits groupes comme ça changent l'histoire, comment cette histoire naît de ces micro-événements. Oui, c'est divers points de vue. Alors on n'a pas de point de vue allemand, pour le coup, parce que la bande dessinée en Allemagne n'est pas très... Je pense que c'est pas le 9e art n'est pas très présent. Voilà, après, on ne s'est pas obligé. C'est vrai que le choix des auteurs était vraiment en lien avec le fait de pouvoir brosser. Vincent, en tant que là, pour le coup, historien de formation, voulait évidemment retracer tous les grands événements de 14 à 18. Et on pouvait, voilà, donc il y avait aussi donc chacun amène aussi son expertise d'une époque, d'un moment et des grandes thématiques. Et c'est évident aussi, Sacco traite plus de la Somme, enfin évidemment par rapport aux engagements de troupes internationales, anglaises, canadiennes et autres. Et on voit, mais bon, c'est un conflit évidemment le premier mondial. Alors on voit aussi, comme là ici au musée de Meaux, on va souvent associer aux grandes batailles à Verdun-la-Somme, mais effectivement on sait aussi qu'on se rend compte qu'il y a eu des batailles en montagne sur le front austro-italien. Voilà, c'est un conflit ici. Évidemment, on voit des uniformes japonais. On a même s'il a ce nom de conflit mondial, des fois on a moins tendance à l'imaginer très globalisé. Pourtant, c'était le cas. Nous, c'est ce qu'on essaye de faire avant de faire, je ne voudrais pas que ça paraisse être de l'autopromo, mais c'est vrai que c'est des objets, de par le sujet, on essaye la fierté quand on fait ce genre de film, c'est que ce soit des objets pérennes qui se retrouvent des années après, toujours en actualité, parce que oui, il n'est pas prêt, même si on profite de l'effet centenaire, mais j'ose espérer que ce travail pourra évidemment se regarder hors de ces cases-là. Et du coup, l'objet l'accompagnant, moi j'y crois beaucoup, et effectivement, en plus lié à la BD, au monde de la bande dessinée, des fans de BD, à quel point ils aiment les beaux objets, les beaux livres, le dessin, évidemment, à nous d'être à la hauteur et de leur proposer un objet ambitieux. Et donc oui, on a fait une édition vidéo vraiment, réellement ambitieuse en digipack, avec un travail original de Maël, le compère de Chris sur Notre Mère la Guerre, qui a, à partir d'une photo d'archives, parce que le film est aussi enrichi de documents d'archives de l'ECPAD, qui nous a aussi soutenu sur ce travail, entre des films d'époque et des photos d'époque. Donc à partir d'une photo de l'ECPAD, d'un regard de soldat, il en a créé un dessin original qui nous a donné l'autorisation d'exploiter dans le cadre de ce DVD. Chris a écrit un texte aussi. Donc voilà, c'est quand tout d'un coup l'objet est moteur lui-même de rencontres artistiques comme ça et créatives.
c'est vraiment super chouette et on a pris un grand plaisir à essayer de décliner comme ça l'objet. Je vous le disais aussi, Charlie Adler nous a autorisé à tirer un ex-libris inédit du dessin qui refait pour nous près de 20 ans après sur son travail sur la guerre en montagne. Voilà, donc c'est un privilège de pouvoir proposer au public voilà, des petits goûts d'inédits comme ça. Et puis le DVD en lui-même a été enrichi de plus de 30 minutes de bonus, de la version anglaise, pareil, voilà, pour essayer de faire qu'il soit vu par le plus grand nombre, et y compris sur le marché international. Ah bah moi je suis beaucoup plus en adéquation avec ce public. Alors il y a un mot qu'il ne faut pas du tout prendre de manière péjorative, qui est le mot de niche, qui est des fois utilisé à tort et à travers. Justement dans le documentaire, ce qui est génial, c'est justement pas d'aller dans le monde du documentaire, c'est que le documentaire permet d'aller dans plein de mondes réels autres. Moi je ne suis pas un fan de BD au départ. Si on m'avait dit il y a 15 ans que j'allais faire plus d'une centaine de festivals, produire 5 films, rencontrer plein de grands, de petits, de moyens auteurs de BD, devenir pote avec la plupart d'entre eux, parce qu'il y a une vraie générosité dans cet univers, il y a moins de chichi aussi, et en même temps on est en contact avec un public hyper nombreux. Il y a des centaines de festivals en France par an. Certains week-ends il y a une dizaine de festivals ensemble en même temps sur le territoire. Les gens pensent à Angoulême, mais il y a beaucoup de festivals de BD. C'est un domaine très dynamique. Et effectivement, tout d'un coup, on a un lien, un trait d'union avec le public qui pour moi est plus intéressant que dans un festival où les gens viennent voir du documentaire. Enfin, je ne vais pas opposer les publics, le problème n'est pas là. Mais je trouve que c'est une manière de transmettre la culture de manière peut-être plus simple, plus évidente. Et le documentaire apporte cette originalité-là, cette chance d'être plongé, de s'immerger dans des milieux, et donc du coup dans les publics qui viennent aussi dans ces milieux-là. Et les rencontres se font comme ça avec des gens qui passent, tout d'un coup on se met à discuter, et puis voilà, et moi je trouve que c'est une manière de porter notre travail et nos films, qui des fois sont difficiles à faire naître, de manière qui moi en tout cas me donne plein d'énergie, parce que c'est des vraies rencontres, des fois avec des gamins, avec des jeunes, enfin il n'y a pas de... Et où l'objet compte, où le casting compte, où ce qu'on a fait avant est reconnu, et tout d'un coup on a une crédibilité, on avance et les gens retrouvent avec plaisir, ah tiens, vous avez fait un nouveau film cette année, ah bah le prochain il est sur qui? Voilà, il y a une vraie curiosité, et moi j'aime bien cet état d'esprit. C'est un soldat français face à la caméra, et qui a vraiment une bonne tête, vraiment du brave type. C'est la chair à canon, c'est ça, c'est le pauvre type qu'on envoie. J'en ai presque des trucs dans la gorge en parlant de lui.